Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc aborder le chapitre 9 du cours Elkiné 1005. C'est le chapitre qui se trouve entre les pages 69 et 77 du syllabus. Et donc, l'exposé va être divisé en plusieurs parties que je vous présente ici. Donc, nous allons d'abord parler de l'énergétique de la marche, c'est-à-dire combien d'énergie les enfants consomment-ils pour marcher? Est-ce qu'ils consomment plus que les adultes? Est-ce qu'ils consomment moins? Nous allons ensuite parler du mécanisme pendulaire de la marche, c'est-à-dire est-ce que déjà chez l'enfant est présent ce mécanisme qui permet de transformer de l'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement? Nous verrons ensuite combien de travail musculaire est réalisé lors de la marche chez l'enfant. Donc combien de travail externe, combien de travail interne, quel est le travail total. Pour ensuite parler évidemment du rendement de la marche, c'est-à-dire du rapport entre le travail réalisé et l'énergie consommée. Et donc commençons par parler de l'énergétique de la marche, c'est-à-dire combien d'énergie les enfants consomment lorsqu'ils marchent à différentes vitesses. Et donc on va mesurer la consommation d'O2, la production de CO2, comme nous l'avons vu au chapitre 6. On va faire ça à différentes vitesses de marche au cours de la croissance. Donc on a pris des groupes d'enfants, les plus jeunes avaient 3-4 ans, et puis 5-6 ans, 7-8 ans, 9-10 ans, 11-12 ans, et puis des adultes pour pouvoir comparer. Et on les a fait marcher sur un circuit en mesurant la consommation d'oxygène. Et donc on contrôlait la vitesse de marche à l'aide de cellules photoélectriques placées régulièrement tous les 2 mètres sur le parcours, qui nous permettait donc de calculer la vitesse moyenne, et puis on disait à l'enfant plus vite ou moins vite. Pour les jeunes enfants, il y avait un adulte qui se trouvait à côté de lui, qui marchait à la vitesse imposée et qui demandait à l'enfant de rester à côté de lui. Et donc voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc ce que vous voyez ici, c'est un graphe par tranche d'âge, donc pour les 3-4 ans, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et pour les adultes. Et donc sur chacun des graphes, ce que vous voyez, c'est la puissance brute en fonction de la vitesse de marche. Et donc vous voyez chaque fois un graphe en trait plein, ce sont les enfants de la tranche d'âge, et une ligne discontinue qui représente les adultes. Et donc vous voyez clairement deux choses. D'abord, la vitesse maximale de marche est plus basse chez les jeunes enfants, qui ne peuvent pas dépasser une vitesse de 4 km/h à l'âge de 3-4 ans. Et nous avons vu précédemment pourquoi les enfants ne pouvaient pas marcher plus vite, simplement parce que leurs jambes étaient plus courtes. Et par exemple, pour les 3-4 ans, ils ne sont pas capables de marcher plus vite qu'environ 4 km/h. Et puis vous voyez que cette vitesse maximale de marche va augmenter, et pour finalement atteindre 2 mètres par seconde à l'âge de 11-12 ans. Donc 2 mètres par seconde, c'est une vitesse de 7 km/h. Alors la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est évidemment que la puissance brute développée par kilo, donc c'est bien divisé par kilo, est plus importante chez l'enfant. Donc transporter ou faire avancer 1 kilo d'enfant demande une puissance plus grande que faire avancer 1 kilo d'adulte. Et donc vous voyez qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette différence s'atténue, et qu'à l'âge de 11-12 ans, la puissance développée au cours de la marche est la même que chez l'adulte. Simplement, à 11-12 ans, l'enfant ne peut pas encore marcher aussi vite que l'adulte, puisque sa vitesse de marche est limitée à 7 km/h. Alors, il y a autre chose que vous pouvez regarder, c'est qu'il y a un point qui se trouve à la vitesse 0.
Vous voyez qu'il y a un point qui se trouve sur l'axe des Y, et ce point donc représente la puissance développée lorsque l'enfant se tient simplement debout sans bouger. Et donc vous voyez que ce point se trouve plus haut chez les jeunes enfants de 3-4 ans que chez les adultes, et qu'au fur et à mesure de la croissance, ce point va descendre et que la puissance développée par kilo, toujours, je rappelle, que la puissance développée par kilo va diminuer avec l'âge. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer cette réduction de la station debout? Donc cette réduction, elle vous est présentée ici sur la figure, où vous voyez la puissance lorsqu'on se tient debout en fonction de l'âge entre 4 ans et 25 ans, et vous voyez que cette puissance va environ diminuer presque de 2 fois au cours de la croissance. En fait, c'est tout d'abord lié au métabolisme de base qui va diminuer au cours de la croissance. Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base? Le métabolisme de base, c'est ce qui correspond aux besoins énergétiques minimaux pour pouvoir survivre. Et donc, c'est l'énergie qu'on va devoir consommer pour respirer, pour faire battre le cœur, pour faire fonctionner le cerveau, pour digérer les aliments, pour maintenir notre température corporelle. Et ces différents éléments donc vont déterminer le métabolisme de base. Alors le métabolisme lorsqu'on se tient debout est un petit peu plus élevé, parce que le métabolisme de base, on le mesure quand la personne est couchée et qu'elle ne fait rien, et qu'elle ne doit, donc elle est complètement détendue. Euh, Par contre, lorsqu'on se tient debout, il faut consommer un peu plus d'énergie, parce qu'il faut également mettre en route tous les muscles qui vont stabiliser la position debout. Et donc le métabolisme de la station debout est environ 25% plus élevé que le métabolisme de base. Mais ce métabolisme de base diminue avec l'âge. Donc chez l'enfant, il est beaucoup plus élevé, que presque 2 fois plus élevé que chez le jeune adulte, et ceci est lié par exemple au fait que maintenir la température corporelle d'un enfant demande plus d'énergie, parce que la surface de peau d'un enfant est relativement plus grande par rapport à sa masse que la surface de peau d'un adulte. Rappelez-vous la première figure du cours de biomécanique. Vous voyez ici donc un enfant dessiné à la même taille qu'un adulte, et vous pouvez voir que sa surface corporelle est plus importante que celle de l'adulte, et donc ça veut dire que les déperditions de chaleur sont plus importantes, et que donc il doit développer un métabolisme plus grand. Le cœur d'un enfant bat plus vite, il respire à des fréquences plus élevées, et tout ça vient le côté de l'énergie. Au fur et à mesure que l'enfant va grandir, ce métabolisme de base va se réduire, et à l'âge adulte, on sait aussi que ce métabolisme de base, pendant la vie, va également diminuer d'environ 2-3% par 10 ans d'âge. Et donc les personnes âgées ont un métabolisme de base plus bas que les jeunes adultes. Mais ceci nous éloigne de notre propos initial. Donc on constate que chez l'enfant, la puissance brute qui est présentée en bas à gauche est plus importante chez le jeune enfant que chez l'adulte. Donc vous pouvez constater par exemple qu'à une vitesse de 1 mètre par seconde, la puissance brute développée par un enfant de 3-4 ans est environ 2 fois plus importante que la puissance brute développée par un adulte. Alors on peut se dire que, puisque c'est la puissance brute, c'est donc la quantité d'énergie que je dépense pendant que je suis en train de marcher, que cette puissance brute est plus élevée, parce que le métabolisme de base est plus élevé.
et que donc, tout en marchant, je vais consommer plus d'énergie parce que maintenir ma température, faire battre mon cœur, respirer, etc., coûte plus d'énergie. Effectivement, donc on peut soustraire à la puissance brute la puissance pendant la station debout pour obtenir la puissance nette, comme donc nous avons expliqué tout ça au chapitre 6. Et donc la puissance nette, c'est la puissance que je dépense pour marcher. Non pas la puissance que je dépense pendant que je marche, mais la puissance que je dépense pour marcher, parce que je soustrais à la puissance brute tout, toute l'énergie qui est nécessaire simplement pour rester en vie, on va dire. Et donc vous constatez que malgré qu'on ait soustrait le métabolisme de base plus élevé, il reste des différences entre les jeunes enfants et les adultes. Ces différences sont évidemment moins grandes qu'au niveau de la puissance brute, et nous allons essayer d'expliquer ça un peu plus tard dans l'exposé. Et donc, je peux évidemment regarder la puissance. Je rappelle que la puissance, c'est la quantité d'énergie que je dépense par unité de temps. C'est le nombre de joules que je dépense par seconde. On peut également calculer le coût. Et le coût, c'est la quantité d'énergie, le nombre de joules que je dépense pour avancer d'un mètre. Et donc, vous voyez sur cette diapositive en haut la puissance brute que nous avons déjà vue sur les diapositives précédentes, et en dessous le coût brut, qui est donc le nombre de joules pour faire avancer un kilo d'enfant sur une distance d'un mètre. Et vous voyez que ce coût est plus élevé chez le jeune enfant que chez l'adulte, qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette différence approche de celle de l'adulte et qu'à 11-12 ans, il n'y a plus de différence entre l'enfant et l'adulte. On peut également remarquer qu'à tous les âges, il y a une vitesse optimale. Et je rappelle, donc, ce qu'on appelle la vitesse optimale, c'est la vitesse à laquelle le coût par unité de distance est minimal. Et vous voyez que partout, la courbe du coût a une forme de U et qu'il y a chaque fois un minimum qui est situé vers 1 mètre par seconde à l'âge de 3-4 ans et vers 1 mètre et demi par seconde à l'âge de 11-12 ans. Donc cette vitesse optimale va augmenter avec l'âge, mais vous voyez également que le coût minimum est toujours plus important chez le jeune enfant que chez l'adulte. Donc ici, il faut retenir deux choses, que le coût par unité de distance est plus important chez l'enfant que chez l'adulte, et que la vitesse à laquelle ce coût est minimal est plus basse chez l'enfant que chez l'adulte, et qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, cette différence va s'atténuer, et qu'au-delà de l'âge de 11-12 ans, eh bien, il n'y a plus de différence entre l'enfant. Alors la question suivante que nous allons nous poser, c'est de savoir si le mécanisme pendulaire de la marche existe déjà au cours de la croissance depuis le plus jeune âge, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'installe au fur et à mesure que l'enfant grandit. Et donc ce mécanisme pendulaire que nous avons vu au chapitre 5, ce mécanisme pendulaire, bien, c'est donc le fait que pendant la marche, on va transformer l'énergie cinétique en énergie potentielle, et inversement, et qu'on va ainsi réduire d'environ 2/3 le travail musculaire qui doit être réalisé pour faire avancer le centre de masse. Donc 2/3, c'est lorsque je marche à la vitesse optimale, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle il y a le plus d'échange entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Alors regardons maintenant sur la diapositive suivante les courbes d'énergie chez les enfants et chez l'adulte à 3 vitesses, aux vitesses basses, aux vitesses moyennes et aux vitesses hautes. Donc ce que vous voyez sur chacune, dans chaque groupe
de courbe. C'est en haut l'énergie cinétique liée à la vitesse antéro-postérieure du centre de masse, au milieu l'énergie potentielle liée au changement de hauteur du centre de masse, et en bas l'énergie totale du centre de masse. Et donc la variation de l'énergie totale du centre de masse représente le travail musculaire qui va devoir être réalisé. Alors, si vous comparez les courbes de l'adulte avec celles de l'enfant, ici on a chaque fois ces variations d'énergie sur un pas. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que dès le plus jeune âge, les mécanismes pendulaires est déjà bien présent, puisque vous voyez que chez l'enfant, les courbes d'énergie cinétique et potentielle sont en opposition de phase, donc une courbe est minimale quand l'autre est maximale, et que quand l'une descend, l'autre monte. Et vous voyez également que les variations de l'énergie totale du centre de masse sont plus petites que les variations de la courbe EK et de la courbe EP. Donc ce mécanisme pendulaire semble bien être installé depuis le plus jeune âge. Et on va regarder ça maintenant sur la courbe, sur le graphe suivant, pardon, sur le graphe du travail externe dans la marche lors de la croissance. Et donc ce graphe vous est présenté ici. Alors qu'est-ce qu'il y a sur ce graphe? En haut, il y a le pourcentage d'énergie récupérée. Donc ce qu'on appelle en anglais le percent recovery. Donc nous en avons parlé dans le cadre du chapitre 5 et du chapitre 7 de ce cours, et vous avez calculé le pourcentage d'énergie récupérée également dans le cadre du cours de biomécanique. Alors au milieu, on voit le travail mécanique, c'est-à-dire le travail réalisé pour faire avancer 1 kg de masse corporelle sur une distance d'1 mètre, et dans les graphes du bas, dans la ligne du bas, on voit la puissance externe, c'est-à-dire la quantité de travail réalisée par seconde pour progresser. Et on voit cela chaque fois en fonction de la vitesse de progression. Alors, ce que vous pouvez constater, d'une part, si on regarde le pourcentage d'énergie récupérée, mais vous voyez que donc les petits points, c'est le pourcentage de l'enfant, la ligne en trait discontinu, c'est chez l'adulte, et donc vous voyez que le pourcentage d'énergie récupérée, le meilleur pourcentage d'énergie récupérée, mais il est le même chez le jeune enfant et chez l'adulte. Il est chaque fois de l'ordre de 60-65%, disons environ 2/3 de l'énergie. Donc ce qui veut dire que grâce au mécanisme pendulaire, on va économiser 2/3 de l'énergie nécessaire pour marcher en transformant de l'énergie cinétique en énergie potentielle. Et donc, ce qu'on constate également, c'est que le maximum d'énergie récupérée, donc le maximum de la courbe R, vous voyez qu'il arrive à une vitesse plus basse chez l'enfant de 3-4 ans que chez l'enfant de 5-6 ans, et il est encore légèrement plus basse chez l'enfant de 7-8 ans, et à 11-12 ans, on constate que le pourcentage d'énergie récupérée est le même chez l'enfant que chez l'adulte. Donc, ceci veut dire que le mécanisme pendulaire chez l'enfant est tout aussi efficace que chez l'adulte, mais ce mécanisme pendulaire, il est le meilleur à une vitesse qui est plus basse pour le jeune enfant que pour l'adulte. Et que cette vitesse où le pendule est le meilleur, on va dire, augmente au fur et à mesure de la croissance quand l'enfant grandit. Alors, on peut également constater que le travail externe présente une courbe en forme de U avec un minimum, et que donc le travail externe minimum est à peu près réalisé aux vitesses où le pendule est le meilleur. Donc si maintenant on fait le lien entre travail mécanique et coût énergétique, coût métabolique,
C'est-à-dire si on compare le travail fait par les muscles avec la quantité d'énergie dépensée, donc on a d'une part ici sur ce graphe, à droite le travail musculaire réalisé et à gauche le coût énergétique. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on avait déjà vu précédemment que le coût énergétique présente une courbe en forme de U avec une vitesse optimale. Vous pouvez voir que cette vitesse optimale, qui est la vitesse où on consomme le moins d'énergie, que cette vitesse correspond à la vitesse où on fait le moins de travail et que on fait le moins de travail à la vitesse à laquelle le pendule est meilleur. Et donc, ceci nous montre bien qu'il y a un lien, évidemment, entre la consommation d'oxygène, le travail mécanique réalisé et le mécanisme pendulaire qui nous permet d'économiser de l'énergie. Alors, on a parlé jusqu'à présent du travail externe, donc le travail nécessaire pour déplacer le centre de masse. Disons maintenant un mot sur le travail interne au cours de la croissance. Et donc, je vous rappelle que le travail interne, c'est le travail nécessaire pour déplacer les membres par rapport au centre de masse. Et donc, c'est le travail que l'on réalise pour bouger les membres supérieurs et les membres inférieurs par rapport au centre de masse. Donc, je vous rappelle l'exemple que je vous ai donné. Vous suspendez un sujet et vous lui demandez de réaliser les mouvements qu'il réaliserait pendant qu'il est en train de marcher. Et donc, l'énergie nécessaire pour réaliser ces mouvements, c'est le travail interne. Et donc, sur le graphe en haut, on voit le travail interne par pas, c'est-à-dire le travail qui est nécessaire pour déplacer les membres donc de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière au cours d'un pas, en fonction de la vitesse. Et vous voyez que ce travail, il est le même à tous les âges. C'est-à-dire que la quantité d'énergie pour faire les mouvements des bras et des jambes au cours d'un pas est la même chez l'enfant que chez l'adulte. Je vous rappelle, c'est toujours le travail par kilo, évidemment. Donc, c'est le travail pour bouger 1 kilo de segment corporel pendant un pas. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les pas sont plus petits chez les enfants que chez les adultes. Et donc, si les pas sont plus petits à une vitesse donnée, eh bien, la fréquence. Et donc, si les pas sont plus petits, ça veut dire que leur fréquence est plus grande. Puisque si je marche à une vitesse donnée, si je fais des plus petits pas, je dois évidemment faire plus de pas par seconde pour garder cette vitesse. Et donc, c'est ce qui vous est présenté sur la deuxième ligne, les graphes de la deuxième ligne, c'est la fréquence du pas. Et donc, vous voyez que cette fréquence du pas à une vitesse donnée, par exemple à 1 mètre par seconde, ben, vous voyez que la fréquence du pas chez le jeune enfant de 3-4 ans est plus élevée que chez l'adulte et que cette fréquence du pas progressivement va diminuer pour rejoindre celle de l'adulte vers l'âge de 11-12 ans. Donc, on a le même travail qui est fait par pas, mais on a une plus grande fréquence de pas. Et donc, si on calcule la puissance, je vous rappelle que la puissance, c'est le travail par unité de temps. C'est la quantité d'énergie que je dépense par unité de temps. C'est donc le travail qui est multiplié par la fréquence, puisque 1 sur le temps, c'est la fréquence. Et donc, si je multiplie le travail qui est fait par pas par la fréquence, eh bien, j'observe que la puissance interne qui doit être développée par l'enfant est plus grande. Donc, il doit produire une même quantité d'énergie par pas, mais comme le pas dure moins longtemps, ça veut dire qu'il doit développer une puissance plus grande puisqu'il doit donner cette énergie sur un temps plus court. Et vous observez que cette puissance, comme les autres paramètres qu'on a étudiés au cours de cet exposé, mais que cette puissance diminue au fur et à mesure que l'enfant grandit
et que vers l'âge de 11-12 ans, bien la puissance interne est à peu près égale à la puissance de l'adulte. Alors, on a regardé ce qui se passe au niveau de la puissance externe, on a vu maintenant ce qui se passe au niveau de la puissance interne. Regardons ce qui se passe au niveau de la puissance totale. Et je vous rappelle, la puissance totale, c'est la somme de la puissance externe plus la puissance interne. Et donc, la puissance musculaire développée au cours de la marche vous est présentée dans la ligne supérieure de la figure. Et donc, vous voyez que cette puissance totale, bien, elle est plus haute chez le jeune enfant et que progressivement, elle s'approche de la puissance de l'adulte et que vers 11-12 ans, eh bien, il n'y a plus de différence entre l'enfant et l'adulte. On a déjà vu cette courbe. Ce qui est présenté sur la ligne du milieu, c'est la puissance consommée, la puissance métabolique, c'est-à-dire c'est l'énergie consommée. Donc la première ligne, c'est le travail musculaire réalisé. La deuxième ligne, c'est l'énergie consommée par les muscles. Et donc si je fais le rapport entre la puissance produite par les muscles et la puissance métabolique, j'obtiens le rendement musculaire. Et ce rendement musculaire vous est présenté sur la partie basse de la figure. Donc on voit le rendement musculaire. Et donc vous pouvez voir que à partir de 7-8 ans, le rendement musculaire est à peu près égal à celui de l'adulte. Ce qui veut dire donc que l'enfant consomme plus d'énergie parce qu'il produit plus de travail, parce que ses muscles réalisent plus de travail, sa consommation d'énergie est donc augmentée. Par contre, à l'âge de 3-4 ans et 5-6 ans, vous voyez que le rendement musculaire est plus bas. Ceci veut dire que l'ensemble des moteurs travaillent de façon moins efficace que chez la personne adulte. Et donc chez le jeune enfant, il y a probablement des co-contractions. Il y a également un manque de coordination musculaire qui fait que les mouvements sont moins bien synchronisés et que l'enfant a besoin de plus d'énergie pour produire la même quantité de travail musculaire. Donc, pour résumer, jusqu'à 5-6 ans, il y a une augmentation de l'énergie consommée, d'une part parce que les enfants réalisent plus de travail, mais aussi parce que le rendement musculaire est moins bon. C'est-à-dire que la capacité de transformer l'énergie chimique en travail mécanique est moins bonne chez ces enfants. À partir de 7-8 ans, l'augmentation de la consommation d'oxygène peut simplement s'expliquer par une augmentation du travail qui est réalisé, mais les muscles ont la même capacité que l'adulte à transformer l'énergie chimique en travail mécanique. Et donc ceci termine la première partie du chapitre